Vostra. Ce serait mensonger de ma part de dire que tous les médias français font du data journalisme. Très souvent, c'est cantonné soit à certaines rédactions, et souvent des rédactions qui se donnent les moyens de créer vraiment des synergies entre différents métiers. On se cantonne encore trop à certains formats, à se dire on va mettre de la data mais uniquement avec un petit schéma, un petit graphique et puis voilà. En fait, on peut aller tellement plus loin. Je pense que ça va venir petit à petit, mais je pense que c'est une culture des chiffres qui a beaucoup plus outre-Atlantique et outre-Manche. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Camille Pettinéo de l'INA. Camille, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Alors on a déjà parlé de l'INA en l'occurrence puisque j'avais reçu Antoine Baillet il y a longtemps, des premiers épisodes pour parler de l'INA et de Madeleine. Mais surtout toi, on va parler de data puisque vous venez à l'INA de lancer un nouveau service sur la data, data.ina.fr. Donc on est à quelques semaines du lancement et donc je trouvais intéressant, tu es celle qui porte ce projet en interne, de décortiquer un petit peu ce projet et tout comprendre. On va parler beaucoup de data et de données aujourd'hui. Oui, désolé. Non, mais ne sois pas, parce que vous réussissez justement à le rendre intelligible, ludique, comme tu me disais là tout à l'heure en préparant un peu l'épisode. Et donc, ça va être intéressant. Accrochez-vous quand même. Camille, donc sur ton site web, parce que tu as un site web qui est assez bien foutu, je laisserai les gens le chercher et tu auras le temps de le mettre à jour si besoin. Voilà. D'ici la sortie de l'épisode. Tu te définis comme une journaliste data compatible. Tu dis que tu es assez à l'aise avec les chiffres qu'avec les mots, c'est pas une qualité très courante. Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous expliquer ce que c'est data compatible, d'où ça vient, ton parcours qui te mène à l'INA, en quelques mots, histoire un peu de comprendre. Je pense que c'est intéressant et puis ça explique pourquoi c'est toi qui portes ce projet. J'ai un parcours extrêmement hybride, on va dire. Ouais. Moi, les chiffres, c'était pas évident pour moi à la base. J'ai fait un bac littéraire. Oui, donc dire à quel point c'était pas évident. Vraiment, il y a 15 ans de ça, je fuyais les maths autant que possible. Et puis, en préparant les écoles de journalisme, je tombe sur des formats du Guardian, du New York Times, avec de la data vise. Moi, j'adore tout ce qui est visualisation. J'ai des parents qui sont dans le monde artistique, donc voilà. La représentation graphique, c'est quelque chose qui te parle. Exactement. Moi, ça me parle. Et j'adore vulgariser, j'adore expliquer. Donc, ça collait tout à fait à mes aspirations. Problème, à l'époque où je passe les concours, il y a pas d'enseignement en data journalisme en école. Et donc, il faut que je trouve un moyen de retomber sur mes pattes en data journalisme. Donc, j'ai fait une SPTélé, très classique. D'accord. J'ai commencé en tant que JRI en chaîne d'information continue pendant 2 ans, parce que c'était pile pendant la présidentielle. Je me suis dit, c'est un moment que tu peux pas rater. C'est vraiment intéressant d'être là. Donc, il se passe tout le temps des trucs. Accroche-toi à ta caméra, ça va bien se passer. Mais ça s'est très bien passé. Et puis, ensuite, j'ai créé ma chance. Je suis allée taper à la porte de l'agence We Do Data, qui est une agence qui est spécialisée en data journalisme et en data vise. Et ils m'ont dit, viens te former auprès de nous. Et voilà. En gros, c'est comme ça que ça a démarré. Comment t'as réconcilié le journalisme Exactement. Et la data. Et la data. Et vas-y, continue. Avec beaucoup d'auto-formation, du coup, en fait, moi, pendant l'école, après les cours, qu'est-ce que je faisais ? Je regardais des tutos sur YouTube pour apprendre à utiliser pour faire Excel. Des data vises. Ah oui, voilà. Qui est la base un peu quand même de la data vise. La base, voilà. Je suis partie en agence, dans une agence de presse qui s'appelle Ask Media, où je faisais pas mal d'infographies, donc pareil, j'ai pu peaufiner un peu mes connaissances en design d'information auprès d'infographistes, même auprès de graphistes. Donc ça, c'était vraiment chouette. Et en 2022, j'ai décidé de me former au code. Ouais. Et là, pour le coup, j'ai tapé à la porte d'un organisme de formation qui m'a dit « Mais
ça va pas la tête, madame. Ça ne se fait pas. Nous, on forme des ingénieurs. J'ai peur que ce soit compliqué pour vous. Je prends le pari, vous me laissez 6 mois. Je vais potasser tout le bac S, en maths. Et puis, je serai au niveau pour pouvoir suivre vos cours. Et t'as réussi? Et j'ai réussi. Donc, je me suis formée Est-ce tout que tu as l'été passé ton 2022. bac S en candidate libre? Tu devrais? Non. Non, parce que tout le reste, il y a aussi tout le reste. Il y a tout le reste derrière. Mais par contre, j'ai appris à coder, donc je code en Python. J'ai appris à manipuler les principaux algorithmes d'intelligence artificielle, donc pour faire de l'étude du langage, ce qu'on appelle le NLP, pour faire de l'étude aussi des images, repérer des visages, par exemple, ou des objets dans une image. Voilà. Donc j'ai appris tout ça. Ça m'a conduit à collaborer plus tard avec des chercheurs, notamment à l'INRIA, où j'ai rejoint l'équipe CEDAR de Ioana Manulescu pendant quelques mois pour bosser justement sur des outils à destination de journalistes, mais qui sont faits par des ingénieurs qui connaissent pas leur le labo. Métier. Exactement. Et donc là, c'était l'interface idéale. Exactement, c'était super parce que tout de suite, ils avaient un utilisateur à qui ils mettaient le truc entre les mains et un utilisateur qui leur faisait un retour direct sur ça va, ça c'est trop compliqué. Ça n'a pas de sens. Le journaliste ne comprendra pas. Ça n'a pas de sens pour ma façon de penser journaliste, même si ça a un sens, par exemple, pour un ingénieur. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'offre de poste de rédactrice en chef adjointe en charge de la data à l'INA qui tombe. Et je postule. Et c'est pour toi. Et voilà, c'est pour moi. C'est pour toi. Avant qu'on vienne là-dessus, juste je reviens une seconde, tu disais que c'était pas enseigné dans les écoles. Toi, aujourd'hui, tu enseignes ça, je sais, j'ai vu dans plusieurs écoles, en l'occurrence, Sciences Po, CFJ, l'IPJ, j'espère que j'en oublie pas. C'est quelque chose qui est installé maintenant, qui est compris. On a compris que on pouvait vraiment se spécialiser là-dessus et que même si on n'est pas spécialisé dessus, on peut l'utiliser au quotidien. Tu sens que ça existe maintenant vraiment, le data journalisme, les outils de la formation? Il y a une vraie demande de la part des écoles. Là, j'enseigne cette année dans 3 écoles en même temps. Ce qui est fou, hein. Ce qui est assez fou. Et d'ailleurs, je commence toujours mes cours en disant je vais vous faire le cours que moi, j'aurais voulu avoir il y a 10 ans. Ça, c'est bien. Voilà. Jamais mieux servi que par soi-même. Voilà. Et ça s'est vraiment développé sur ce plan-là. Je trouve que c'est intéressant parce que les écoles de journalisme, elles ont compris que... Alors oui, elles font des spécialisations pour des gens qui seront uniquement data journalistes, mais elles font aussi des formations pour des journalistes qui termineront en radio ou en télé ou en presse écrite, pour qu'ils comprennent que se saisir des chiffres, savoir déconstruire justement les chiffres, c'est une compétence à part entière de n'importe quel journaliste. Et ça, c'est n'importe quelle industrie presque. Exactement. Et du coup, ça permet aussi, je pense, derrière dans les rédactions, de faire collaborer des data journalistes avec des journalistes de télé, de radio, et de créer des nouvelles narrations. Et ça, c'est quand même chouette. C'est clair. Donc, t'en fais partie, mais c'est peut-être dans 3 écoles. Il y a quand même d'autres journalistes un peu connus sur ces sujets-là, ou il y a que toi? Non, il y en a plein. Oulala, moi je vais être très très humble. On est une grosse trentaine, je pense maintenant, de data journalistes. Ce qui est pas énorme. Enfin, sur plus combien de milliers de cartes. Ce qui est pas énorme, mais en même temps, quand j'identifie ces journalistes-là, c'est des journalistes qui font 100% des formats en data journalisme. Après, il y a plein de journalistes qui bidouillent par ailleurs, exactement, qui vont faire de l'infographie pour venir nourrir un de leurs articles. Voilà, là, c'est vraiment quand j'identifie cette trentaine de personnes, mais même je pense que c'est même plus en fait. Il y a des cellules data dans des super médias. Il y a les médias pionniers avec Le Monde, on a les décodeurs. Je pense aussi à Libération. Moi aussi, j'ai la voix qui part. Je vais boire de l'eau. Vas-y. Pour nous écouter, c'est que moi aussi je tousse et j'avais qu'une peur, c'est d'avoir une quinte de tout. Donc si à un moment donné vous entendez une coupure, c'est peut-être qu'on s'arrêtait pour tousser. Voilà. Mais il y a pas de souci. Et du coup, je disais, on a plein de médias pionniers qui et ça c'est super chouette en France de se dire, il y avait les décodeurs au Monde, il y a Libération. D'ailleurs, ils font encore des formats data qui publient sur leur site, qui publient aussi dans le format papier. On a la chance d'avoir un format qui a vraiment dépoussiéré et mis un pied dans la porte de la data pour montrer que, 1, les chiffres, ça n'effraie pas le public, et 2, les chiffres, nous, en tant que journalistes, on peut s'en servir pour raconter des choses. C'est data gueule.
avec un succès incroyable. Et moi, ce qui me réjouit, c'est de voir aussi que le data journalisme, il s'est pas cantonné aux rédactions nationales. Il est aussi présent dans des rédactions régionales. Je pense à Ouest France. Il y a Le Télégramme aussi. Il y a plein de médias indépendants aussi qui se sont saisis de cette technique du data journalisme pour enquêter. On peut parler, forcément, il y a les grandes maisons. On a Radio France, on a Mediapart, mais on a aussi des médias indépendants. Je pense à Basta, je pense à Disclose aussi. Ouais, parce qu'en fait, c'est un format qui fonctionne bien, qui permet d'expliquer plein de choses. Par ailleurs, inintelligible si t'es pas un expert des data. En fait, le chiffre, c'est le point de départ vers des histoires. Et d'ailleurs, quand on fait du data journalisme, à la fin, notre rendu, il n'y a pas forcément plein de chiffres dedans. Et c'est ça qui est drôle. Ouais, il peut presque pas y en avoir quelque part. C'est comment tu peux l'utiliser le moins possible. Et donc tout ça t'emmène il y a 1 an et demi à arriver donc à l'INA pour devenir donc responsable éditorial de data.ina.fr qui n'existait pas d'ailleurs cette URL-là à l'époque. C'est un nouveau service qui vient d'être lancé. Donc ça a été lancé début octobre, je disais, data.ina.fr. Si vous n'avez pas regardé, si vous l'avez pas vu, peut-être mettez pause à cet épisode. Allez quand même y faire un petit tour quand même et vous verrez un peu de quoi on parle. Donc ça regroupe des cartes et des graphiques interactifs basés sur plus de 700 000 heures de contenu analysé grâce à des outils d'intelligence artificielle. Ça fait combien de temps que vous travaillez dessus? Quand ils te recrutent, le projet était déjà dans les cartons? C'était une idée? C'était lié, la création de mon poste est liée à ce projet-là, en partie. Évidemment, derrière, il y a aussi l'ambition de développer des formats en data journalisme au sein de la rédaction de l'INA. Mais quand j'arrive... L'idée est déjà là. Elle était déjà là. Tu sais d'où elle vient? Est-ce que c'est l'idée, c'est de rendre accessible à toutes et à tous la compréhension de l'information sur le temps long. En fait, ça vient s'inscrire complètement dans la ligne éditoriale de l'INA, qui est d'être un média distinctif. Voilà. Mais tu peux te dire ça et t'as pas forcément spontanément l'idée de te dire tiens, en fait je vais sortir un média basé sur la data et qui sera cool. Et donc c'est bien d'avoir fait en l'occurrence parce que je trouve ça très cool. Tu peux nous dire un petit peu de combien de temps ça a pris le développement, toute la genèse un peu du projet? En gros, le départ, c'est l'INA, on a un écosystème qui est quand même assez particulier. On a une entreprise qui a une mission qui s'appelle le dépôt légal et qui fait qu'on va archiver tout ce qui se passe à la télé, à la radio. Tout ce qui est diffusé est enregistré, archivé par l'INA. Tout ça, historiquement. Tout ça, ça nous conduit à avoir 27 millions d'heures d'archives qui sont stockées dans nos serveurs. Et nous, sur DataINA. Sur vos serveurs, ça t'insiste, vous avez vos propres serveurs. On a notre propre lac de données. Et je pense qu'il y a très peu d'entreprises en France qui peuvent se targuer d'avoir autant de data. On pourrait presque faire, à mon avis, un épisode là-dessus sur mais carrément. Sur l'IT et comment tu récupères autant de contenu. Carrément, parce qu'il faut les récupérer et puis il faut les mettre à jour. Parce qu'en fait, la technologie, elle avance. On n'est plus en SD maintenant, on est en HD, par exemple. Et ça pose plein de contraintes techniques. Si je reviens maintenant à DataINA. Donc, on a 700 000 heures. Pour vous donner une idée, si on atteint tous l'âge de 100 ans, on aura vécu à peu près 876 000 heures dans notre vie. Donc en gros, sur dataina.fr, il y a quasiment une vie de données. Donc c'est énorme. Et donc, pour répondre à notre ambition éditoriale qui était de rendre accessible au plus grand nombre l'exploration de nos données sur le temps long, on était obligé en fait de passer par l'IA parce que la masse de données fait que c'est trop grand, il y a trop de humainement impossible. Avant qu'on rentre dans le détail du comment vous avez fait ça et dans des détails peut-être techniques, si on parle un peu du produit éditorial data.ina.fr, à qui ça s'adresse? Au grand public. Au grand public. Au grand public, évidemment à des journalistes, évidemment à des chercheurs, en fait à tous les férus de médias et d'informations et qui veulent comprendre comment l'information, elle est fabriquée, diffusée, agrégée sur le temps long. Voilà. On va montrer en fait des grandes tendances statistiques. On ira dans le détail, mais on montre les grandes tendances statistiques de la présence médiatique de personnes, de lieux, en l'occurrence c'est des pays, de mots ou d'expression. Et puis, on a aussi la parité femmes-hommes, qui est une des entrées thématiques de dataina.fr dont on est vraiment très fiers parce que ça vient de la tradition de recherche
en intelligence artificielle qu'on a au sein de l'INA, qui est pas connue, mais nous, ça fait 3 ans maintenant qu'on collabore avec l'ARCOM, enfin en tout cas qu'un de nos chercheurs qui s'appelle David Doucan collabore avec l'ARCOM pour que tous les ans, il y a un rapport sur la parité femmes-hommes. La représentation homme-femme à la télévision, enfin télévision, radio, programme, etc. Et donc, sur dataina.fr, on montre son travail avec un niveau de granularité qui a jamais été montré jusque-là. Et surtout, on peut complètement personnaliser l'exploration de ces données-là. C'est-à-dire que si on veut, on peut regarder uniquement le temps de présence des hommes, uniquement le temps de présence des femmes, uniquement certaines chaînes, uniquement certaines dates. Ultra fin. Ah, c'est un des piliers de cette expérience, c'est la personnalisation, avec la pédagogie, la vulgarisation et l'acculturation aux IA. Voilà, ça c'est les 4 piliers du projet. Et ça, on va en parler. Je continue un peu peut-être petite carte d'identité. Quel type de données vous avez analysé? Donc là, on parlait d'heures de programme, mais il y a quoi comme données? Eh ben, c'est... Vous récupérez donc des enregistrements, vidéo, on audio. récupère de la vidéo, de l'audio, qu'on va passer dans 3 outils d'intelligence artificielle. Il y en a un qui va transcrire, donc c'est typiquement c'est ce que font les sous-titres. Speech to text, exactement, etc. Vraiment pour récupérer de manière textuelle le contenu. Voilà. Derrière, on utilise aussi un autre outil qui lui fait de l'extraction d'entités nommées. Alors une entité nommée, qu'est-ce que c'est? C'est une personne, c'est un lieu, une entreprise. En l'occurrence, sur dataina.fr, nous on n'a pas les entreprises, on s'est concentré uniquement sur les personnes et les lieux. Ça, c'est un choix d'économie de ressources ou c'était pas votre sujet? C'est pas forcément notre sujet. Et puis, on s'est dit que pour une première sortie, ce qui allait le plus intéresser les gens, c'était les personnalités, les lieux, pour pouvoir regarder un petit peu ça sur 5 ans et demi de données. Ouais. Et le 3e outil d'intelligence artificielle, donc c'est InaSpeech Segmentor, qui fait de la catégorisation de sons et qui va être capable de reconnaître de la parole, de la musique, et au sein même de la parole, de distinguer une voix d'homme ou une voix de femme. Ce qui permet notamment, pour boucler sur la représentation, savoir du temps de parole homme-femme. Tu sais pas forcément de quoi ça parle, mais tu sais qui parle. Et tu sais à quelle tranche ces personnes parlent. Et donc, c'est là où ça devient intéressant. Parce que vous avez des métadonnées sur les émissions, sur les heures. On sait si une chaîne a des bons scores en termes de parité homme-femme sur son antenne, s'il s'amuse à faire du rattrapage de temps d'antenne pour les femmes en plein milieu de la nuit, par exemple. Tu peux suivre sur une chaîne la représentation homme-femme en fonction des heures de la journée. Exactement. Donc, le rattrapage pour avoir son quota, mais c'est en balance. Ça, on peut le voir. Ça, on peut le voir sur dataina.fr, ouais. Il va y avoir peut-être plein de détectives qui vont utiliser ça pour aller chercher de l'info. Peut-être on en parlera après. Ce qui est chouette, c'est que sur les réseaux sociaux, là, ça fait pratiquement 10 jours qu'on est sorti. Je vois passer des tweets d'internautes qui interpellent les chaînes. Dis donc, c'est bizarre ça. Regardez, et là pour le coup, c'est de la donnée. Alors cette donnée, à quel point elle est fiable, elle peut être remise en cause ou non? C'est vraiment, vous avez cette espèce de garantie que ce que vous faites est juste et bon, c'est les bonnes données? Alors l'IA, c'est jamais fiable à 100%. C'est des probabilités. Par contre, nous, on a sorti ce site en responsabilité. On a mis en place à des points stratégiques de la production des données des étapes de contrôle humain. D'accord. Ces étapes, il y en a 3. La première, c'est en amont. C'est quand on est allé choisir nos outils d'intelligence artificielle. On a fait ce qu'on appelle des vérités terrain. C'est quelque chose qui est très répandu dans le monde de la recherche. C'est une technique pour savoir à quel point on peut avoir confiance dans les résultats que cette IA, elle va nous donner. Et pour ça, on a comparé les résultats de l'IA versus des résultats d'humains. Et donc, c'est des outils que tu peux citer, des outils qu'on trouve sur l'étagère, des outils français, des Alors, outils... on a 2 outils externes, donc ils sont Whisper pour la transcription et TextRazor pour l'extraction d'entités nommées et InaSpeech Segmentor qui est un outil interne. Un interne développé dans votre labo. Exactement. Okay. Et pour donner un exemple sur la fiabilité, juste donc pour les clés de lecture, personnalité et lieu, on utilise le combo de 2 IA l'une après l'autre. Donc d'abord la transcription. Ils font la même chose. Alors non, elles font pas la même chose. D'abord, il faut transcrire, donc c'est Whisper, et derrière, il faut trouver les personnalités ou trouver les lieux. Et là, c'est TextRazor. Le combo de ces 2 IA, on a un taux de fiabilité qui est à 83%, ce qui est pas absurde.
Non. Par contre, pour le reste, pour ce petit delta, nous, on pouvait pas... En gros, on a fait un choix extrêmement fort qui était, on va pas corriger les 17%. On va pas corriger les hallucinations, on va pas corriger les biais. Pourquoi ? Parce que ça a aucun sens de le faire sur un volume de données qui est énorme comme ça. Et en plus, on prendrait le risque de rajouter des biais humains. Oui. Évidemment, un truc qui ne va pas dans votre sens, vous dites, bon là c'est la machine, ça fait forcément une erreur et là c'est fini, quoi. Et donc ce qu'on a fait, c'est que on est un organisme public, on se devait en fait d'informer le public justement sur ces biais et ces hallucinations. Et donc on a développé une technique qui s'appelle le contrôle de la pertinence, où sur la clé de lecture personnalité, on est allé regarder tous les top 20 mensuels, donc il y a à peu près 1000 top 20 là qui sont disponibles. Ouais. Et pour chacune des personnalités qui sont mentionnées par l'IA, on est allé regarder dans le contenu vidéo et dans le contenu audio si c'était vraiment le cas. Et lorsque c'est pas le cas, il y a un petit picto orange qui apparaît à côté du nom de la personnalité, qu'on a appelé des points d'attention, où on va expliquer quelle IA s'est trompée, quel est l'impact. Vous expliquez le process, c'est pas juste un warning, c'est en disant sur tel process, il y a eu ça. Voilà ce qui s'est passé. Je vous donne un exemple hyper concret. On s'est rendu compte assez rapidement dans le projet que Paul Verlaine était la 3e personnalité la plus mentionnée sur les chaînes d'infos en continu. Ouais. Bon, il n'y a pas besoin de regarder les chaînes d'infos toute la journée pour se rendre compte qu'il n'y a pas une passion pour Verlaine. Voilà, pour la poésie. Ouais. Mais mine de rien, ça remontait. Et donc, avec le contrôle de la pertinence, on est allé voir les vidéos, on est allé voir heure par heure ce qui... Pour essayer d'aller voir à quel endroit ça... Quand l'IA, elle nous dit Paul Verlaine, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce qu'il y a en réalité ? Eh ben, en réalité, il y a une entreprise qui s'appelle Groupe Verlaine, qui est une entreprise qui fait de la rénovation énergétique et qui surfe justement sur les aides pour la rénovation énergétique à travers des campagnes de publicité. D'accord. Et est-ce que vous récupérez aussi les publicités ? Ouais, sur les chaînes d'infos. Ouais, les chaînes d'infos, on capte de 6h du matin, jusqu'à minuit. Et donc, nous, dans les transcriptions, on a 6h du matin à minuit, avec les pubs. Voilà. D'accord. Et du coup, là, c'est pas l'outil de transcription qui s'est trompé. L'outil de transcription, il transcrivait Groupe Verlaine, vous aide à changer vos fenêtres, etc. Sur l'entité. C'est les entités nommées. Ouais. Parce que dans leur base d'entraînement, ils avaient pas la connaissance d'un Groupe Verlaine. Par contre, ils connaissent un poète français qui s'appelle Paul Verlaine. Donc, voilà, c'était mal tagué quelque Exactement. part. Et ça, vous mettez en avant ce petit warning, ce petite pastille orange quand il y a des doutes sur la fiabilité. Et puis, on peut cliquer dessus. J'ai vu, c'est assez bien foutu, qui explique un petit peu le process. Et puis, voilà, les petits warnings. On donne l'impact. On explique quel est l'impact sur les résultats qu'on lit. Là, en l'occurrence, l'impact, c'est qu'il y a une surreprésentation de Paul Verlaine sur les résultats. Et on explique aussi, en 3e niveau de lecture, que ces outils, effectivement, à date, ils ont du mal à prendre le contexte. Ouais. Mais dans 6 mois, si ça se trouve, on n'aura plus le problème Paul Verlaine. Oui, ça aura tellement évolué que, voilà. Donc, vraiment, on se sert de ces points d'attention pour faire de la culturation à l'IA, à la culture stat, et même à l'écosystème technologique, pour le grand public. Et les données que vous avez, elles commencent quand ? Et est-ce que vous continuez de l'alimenter ? Est-ce que c'est tous les jours, vous mettez... Alors, ça couvre quelle période ? Pour la sortie, donc en octobre, on couvre du 1er janvier 2019 jusqu'au 30 juin 2024. Pour la 2e sortie qui aura lieu en janvier 2025, on va essayer de remonter jusqu'en 2015. D'accord. Et en plus de ça, on mettra à disposition toutes les données qui se seront déroulées entre juillet et novembre. Voilà. Le moment où vous avez arrêté un petit peu votre dataset et puis ce qui se sera passé. Exactement. Et ça, pourquoi pas plus ? C'est parce que c'est pas intéressant ou c'est des coûts de traitement, c'est du temps de traitement ? Il y a du temps pour effectuer les contrôles en fait. Si on veut respecter déjà faire une vérité terrain, ça met du temps pour choisir ces outils. Ensuite, j'en ai pas parlé, mais on a un deuxième contrôle qui est le contrôle des traitements, c'est s'assurer que sur toute la chaîne de production des données, qui va donc de la captation jusqu'au site, en passant par un lac de données, de la génération de calcul IA, de l'agrégation statistique, de la data visualisation, pour s'assurer que il n'y a pas eu une seule pétouille sur toute cette chaîne, il faut du temps. Ouais. Et ensuite, il y a le contrôle humain, contrôle de la pertinence qui met aussi du temps. Donc, on préfère prendre un petit peu de recul et publier des données qui sont
moins fraîche que l'actualité instantanée, mais être sûr de ce qu'on fait, plutôt que de courir après l'actualité. Surtout que ça n'a pas de sens, en fait, sur le positionnement de Dataina.fr, vu que nous, on veut avoir l'actualité sur le temps long, les tendances sur le temps long. Pas besoin de courir après l'actualité. A priori, non. Voilà. Vous n'êtes pas là-dessus. Même si ça pourrait être intéressant de voir au lendemain d'émissions, etc., d'avoir ce côté data, mais c'est pas l'objectif aujourd'hui. C'est pas l'objet sur dataina.fr, mais par contre, moi, derrière, je me sers aussi de ces données pour faire des enquêtes, notamment sur la revue des médias. Et t'avais fait un article, justement, je sais pas si tu veux revenir sur 5 années de traitement médiatique des violences sexistes et sexuelles. Je sais pas si tu veux en parler, à quel point tu as utilisé justement... J'ai utilisé exactement la même techno qu'il y a sur dataina.fr. Donc, on a utilisé les transcriptions. Et l'idée, c'était de voir à quel point on parlait des violences sexistes et sexuelles depuis 5 ans. Est-ce qu'on en parle plus? Est-ce qu'on en parle plus? Est-ce qu'on en parle moins? D'ailleurs, de quoi on parle quand on parle de violences sexistes et sexuelles? Et donc, j'ai utilisé la base de dataina.fr pour faire des calculs statistiques qu'on dit quantitatifs. Donc, c'est le à quel point on en parle. C'est du volume. C'est du volume. Donc, par exemple, en faisant ça, je me suis rendu compte que MeToo, donc qui est le mouvement qui est né en 2017, on parle de MeToo beaucoup plus au premier semestre 2024 qu'on n'en a jamais parlé entre le 1er janvier 2019 et fin 2023. Et fin 2024, enfin juin 2024. Voilà. Donc, c'est énorme. Mais par contre, ça me disait pas pourquoi. Et donc, pour savoir le pourquoi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée regarder les 21 dates où on parlait le plus de violences sexistes et sexuelles. Identifié des pics, quelque part d'occurrence. Exactement. Et là, je suis allée voir le matériau vidéo, le matériau audio quand c'était de la radio, pour voir à quel événement ça se référait et pour catégoriser ces événements. Est-ce que c'était des affaires? Est-ce que c'était la publication d'un rapport? Par exemple, le rapport de la CIVIS, journée de la femme, ou une date, la journée de la femme, ou des mouvements sociaux avec les marches nous toutes, etc., etc. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une étude qualitative. Après, c'est le propre en fait de mon métier qui est de venir objectiver les chiffres, et cette objectivation, elle passe par une confrontation au réel, soit humaine. Je vais interviewer un expert, un chercheur qui est en plein sur une thèse. C'est le cas sur cet article-là, sur cette étude-là. J'ai interviewé, je crois, 4 chercheurs de mémoire. J'espère que j'en oublie pas. Et plusieurs directeurs d'antenne, pour savoir pourquoi sur telle ou telle antenne ils en parlaient plus ou ils en parlaient moins. Est-ce que ça s'expliquait peut-être par des appétences de journalistes au sein de leur rédaction ou pas? Ça, c'est hyper intéressant. Et à quel point tu peux apporter cet éclairage qualitatif sur data.ina là aujourd'hui? Donc c'est très quantitatif, donc on prévisualise, et je vous invite encore une fois à aller voir. Il y a ces clés d'entrée dont on a parlé, personnalité, homme, femme, lieu. Mais comment tu peux avoir un éclairage un peu qualitatif ou donner des clés de lecture? Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Là, par exemple, je parle sur cet exemple des violences sexistes, tu pourrais te tromper, ou enfin en tout cas avoir une vue parcellaire, parce que la data quantitative, c'est pas tout. Non, c'est jamais tout. À quel point tu peux vous protéger ou protéger les gens contre de mauvaises interprétations, ou accompagner ça d'un côté humain ou qualitatif? Alors, dataina.fr, ça sert un peu à défricher le sujet. Mais derrière, ça va demander quand même un effort intellectuel à la personne qui va lire ces résultats pour essayer de comprendre. Donc, par exemple, si quelqu'un s'amuse à taper MeToo dans la clé de lecture mots, j'invite cette personne à aller regarder ensuite les moments de pic, d'aller voir ce qui s'est passé tout simplement sur Google, en fait. Ça commence déjà comme ça. Et puis, sous chacun des graphiques, nous, on met en avant des contenus d'analyse, pour le coup. À lire également, etc. À lire également, voilà, qui sont des articles qui sont publiés sur ina.fr, sur la revue des médias, et sur des thématiques semblables à celles qu'on peut explorer, en fait, à travers les graphiques. Mais il n'y a pas d'analyse à proprement parler sur dataina.fr. Oui, ce qui serait compliqué, parce que quelque part, vous pouvez vous emparer de certaines stats pour dire ça, c'est marrant, mais tu peux pas tout prévoir, tu peux pas, c'est tellement personnalisable. En fait, voilà, exactement. C'est le prix de la personnalisation. L'ultra personnalisation. Exactement. En fait, là, ça demanderait d'être à côté de chaque personne qui est en train de faire une requête. Voilà. Alors, comment je peux t'aider à interpréter ce résultat? C'est évidemment impossible, mais c'est intéressant, tu vois, de se dire comment
tu peux quand même un peu accompagner les gens, parce que là, il y a plein de choses qui sortent, tu le disais, etc. Mais il y a peut-être des choses qui s'expliquent, il y a peut-être des erreurs, etc. Donc, et là, justement, ces blocs à lire également, ça, c'était une volonté de la rédaction de se dire comment on peut un peu aider, accompagner. Comme on peut pas, au prix de la personnalisation, comme on peut pas donner cette analyse, on l'apporte autrement. Ouais. Voilà. C'est pas mal. Et vous pourriez ouvrir demain, justement, à lire également avec d'autres médias, ou est-ce que dans l'INA, c'est un peu compliqué, et puis il y aurait forcément des choix politiques ou éditoriaux Pour le moment, c'est pas d'actualité, mais peut-être qu'un jour, il y a un partenariat qui se montera avec un média, et voilà. Un peu comme ce qui peut être fait avec France Info et l'INA sur des émissions comme l'Inattendu. Pourquoi pas, en fait. Pourquoi pas. Vous pourriez, c'est peut-être pas le cas, apaiser ce service pour que des médias puissent intégrer, je suis un journaliste, je fais mes quelques requêtes, j'ai mon résultat, hop, je l'exporte dans une frame sur mon média. Alors, on a la possibilité technique de le faire. C'est vrai que pour la sortie, on n'a pas souhaité le faire. Mais pourquoi pas, et ça ferme pas la porte. Non, mais c'est bien. En fait, la problématique qui s'est posée, c'est on a beaucoup de modules qui accompagnent l'information. On explique il y a beaucoup de boutons méthodologie, par exemple, autour des graphiques qui vont vous expliquer comment lire le graphique que vous avez sous les yeux, qui vont vous expliquer quel type d'IA ont été utilisés, quel est le périmètre, est-ce que, par exemple, sur telle ou telle chaîne, il peut manquer parfois 1 heure ou 2. Et donc, apaiser dataina.fr, il faudrait qu'on puisse être sûr qu'on peut embarquer tout ça, en fait. Tout le contexte. C'est vrai que ça, c'est compliqué. Ça, c'est un défi qui est technique, qui est plus grand. Ouais. Voilà. Bon, vous aimez bien les challenges techniques. J'ai l'impression qu'en termes de tech, ça va, Alina. En termes de tech, ça va. Mais t'as raison d'insister, sur tous ces petits warnings sur la méthodologie. Voilà, il y a quand même plein de choses. Vous expliquez, on sent quand même que vous jouez la transparence et que vous voulez donner un peu à chaque fois le contexte, etc. Exactement. Éviter trop de mauvaises interprétations, parce qu'on peut s'amuser un peu à faire interpréter des chiffres, évidemment, un peu comme on veut. Exactement. Et puis ça, on le voit sur les graphiques, mais on le voit aussi sur les pages méthodologiques, où on est carrément allé faire des infographies hyper pédagogiques pour vous expliquer concrètement comment d'une vidéo, un algorithme d'intelligence artificielle est capable de faire telle ou telle prédiction, parce que c'est des prédictions. Ouais. Vous avez des probabilités à la fin. Et puis, vous avez tout le temps un petit texte qui vous explique le taux de confiance raisonnable à accorder aux résultats de telle ou telle IA. Et ça, c'était hyper important pour nous. Vous aimez ça, mais vous avez compris que c'était pas forcément du 100%. C'est pas que vous vous dédouanez, mais c'est un éclairage. Vous donnez attention. Voilà, c'est à prendre parfois vraiment avec des pincettes. C'est des outils qui sont merveilleux pour faire plein de choses, pour traiter notamment des énormes volumes de données. Mais ils ont encore leurs faiblesses. Ils ont encore leur faiblesse. Voilà. Et ça s'améliorera. Et donc, il y a cet indice de confiance que vous donnez. Et sur la méthodologie, vous avez aussi publié la méthodologie complète avec l'ensemble des éléments de compréhension, etc. Donc, faut aller le lire, c'est intéressant. Après, on peut jouer, mais avant d'en sortir des conclusions, c'est intéressant quand même d'aller voir un petit peu la méthodologie. Si on prend un petit peu de hauteur, dans quelle stratégie ça s'inscrit, tout ça, l'INA? Encore une fois, les gens peuvent penser que c'est que des archives. Évidemment, les éditeurs de Mediarama savent que c'est bien plus que ça. On en parle quand même assez régulièrement. Mais voilà, c'était une volonté de se dire, on a un super contenu où on vous aide, ça fait partie de notre mission. C'est quoi un peu la stratégie globale de data? Ça s'inscrit, pareil, dans la stratégie de faire de l'INA un média distinctif. Pour ça, l'INA développe depuis plusieurs années maintenant différentes offres éditoriales. On a eu INA Hip Hop cette année, il y a eu Madeleine en 2020, maintenant il y a dataina.fr. Et donc, ça, c'était ça s'inscrivait dans cette ligne-là. Et puis, il y avait aussi cette idée de faire un test grandeur nature des capacités de l'IA pour répondre à des enjeux éditoriaux. Ouais. Et ces enjeux éditoriaux, c'était 1, donner du sens, et 2, apporter du contexte à l'information. Et donc, c'est une révolution un peu éditoriale qu'on a fait avec dataina.fr à l'INA, qui était, tout d'un coup, on va plus exploiter l'archive pour l'archive, on va exploiter les métadonnées de l'archive pour créer de l'information, en fait, et de la valeur ajoutée. Ouais, et c'est ça qui est peut-être un petit peu nouveau. Alors, il y avait le média déjà, la revue des médias, etc. Alors, je retiens quand même un truc, c'est que tu as dit que l'INA, c'était un média. Donc ça, on va y revenir dans un instant. Mais c'est vrai que ça, c'est que vous n'êtes plus uniquement
collecteur d'archives que vous exploitez de manière plus ou moins maligne, Madeleine étant un super produit en l'occurrence, mais vous êtes capable maintenant de créer de l'information, etc. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez nouveau et d'assez malin. Ce que j'allais te poser, justement, je reviens sur le côté média, j'allais te poser, est-ce que vous êtes une plateforme de service? Comment vous définissez? Là, tu as dit un média, c'est toi qui le dis, c'est vous qui le dites, Lina? C'est vous Lina êtes un média? qui dit, on est un média et on se définit complètement comme un média. Et c'est pas contradictoire avec votre mission de service Non, c'est complémentaire. public, en fait, on est un média patrimonial parce que toutes ces archives, elles sont conservées chez nous. Et ces archives, elles permettent d'éclairer l'actualité sur le temps long. Ouais. Donc en fait, en tant que journaliste, on fait juste que s'emparer de cette matière-là pour venir éclairer l'actualité, comme on le fait sur nos réseaux sociaux. On nous connaît pas mal pour nos réseaux sociaux. Il y a 1,7 milliard de vidéos qui ont été vues en 2023. Et maintenant, on le fait avec les métadonnées, avec des enquêtes qui sont publiées sur la revue des médias et j'espère bientôt avec plein d'autres formats en data journalisme. Ah bah oui, là, là, il va y avoir de la matière, effectivement. Oui. Donc, vous allez pouvoir vous emparer à la Oui. fois en B2C et B2B, parce que la revue des médias, c'est quand même quelque chose d'assez pro. Madeleine, plutôt B2C. Là, j'imagine la data, ça peut un peu intéresser tout le monde. Enfin, ça laisse un champ des c'est le grand possibles public. hallucinant. À chaque fois, c'est le grand public. Ouais. Pour donner une petite idée... La revue des médias, pour toi, c'est grand public? Oui, ça s'adresse forcément à des journalistes, ça intéresse plus les journalistes, mais moi je suis ravie de voir par exemple que mon enquête sur la médiatisation des violences sexistes et sexuelles, elle a été lue par monsieur et madame tout le monde qui va venir m'écrire sur les réseaux sociaux pour me dire « Ah ouais, je me rendais pas compte en fait que féminicide, il y avait eu ce shift en 2019 et qu'on avait arrêté de parler de crimes passionnels. » Ouais. Voilà, moi en fait ça c'est ma victoire. Quelque part. C'est voilà. Non, c'est bien. Plus c'est vu, mieux c'est, effectivement. Plus c'est vu, mieux c'est. Et puis c'est pour ça, par exemple, que pour cette enquête-là, on a fait une vidéo qu'on a publiée sur les réseaux sociaux où j'explique un des aspects de cette enquête qui est sur MeToo. Mais en fait, il y a 4 grands enseignements dans cette étude que j'invite à lire sur la revue des médias. Ouais, je mettrai le lien vers l'article, un de tes articles notamment, celui-ci. Sur Madeleine, on en a un peu parlé. Ça continue, qui est quand même... Pour moi, est-ce que les gens... Alors évidemment, il y a ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, toutes ces petites clips de Lina, archives, etc. Mais après, c'est surtout Madeleine. Ça continue de bien marcher, Madeleine? Ça se développe bien? En gros, Madeleine, donc c'est sorti en mars 2020. Fin décembre... Mars 2020, donc 4 ans et demi. 4 ans et demi. Fin décembre 2020, il y avait à peu près 40 000 abonnés qu'on dit actifs. Ouais. Aujourd'hui, c'est le double. D'accord. Donc ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Et puis c'est des abonnés qui sont fidèles. Ouais. On s'est rendu compte que 65% de nos abonnés, ils venaient regarder la plateforme au moins une fois par semaine et ils regardaient des programmes d'environ 45 minutes à chaque fois. Donc ils y passent du temps. Donc ça veut dire qu'ils s'y sentent bien. Or, il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas de série de production qui pas se forcément. dire je viens chaque semaine voir mon truc. Donc, voilà, pas plus, forcément. Ils viennent d'eux-mêmes et viennent chercher des choses intéressantes à voir. Ils disent tiens, je vais faire un tour sur Madeleine. Ouais. Et puis là, on a eu par exemple The Office anglais qui est arrivé sur la plateforme. Bon voilà, on essaye aussi de... Voilà, exactement. On essaye à chaque fois de renouveler un petit peu le catalogue et c'est ça les rendez-vous. C'est venez découvrir les pépites de l'audiovisuel sur Madeleine. Qui ont été choisis par l'équipe de Madeleine. Une espèce de contre-programmation un peu différente de ce qu'on peut trouver sur les plateformes. On prend tout ça un peu pareil, pas de hauteur, mais on pourrait se dire, voilà, c'est quelque chose à la base à l'INA, c'est des archives, donc quelque chose un peu poussiéreux par nature. Or là, on sent des choses vraiment très, très intéressantes, un peu avant-gardistes. C'est ce que vous avez en interne, des cellules prospectives qui permettent un peu de penser le futur et pas être juste sur le passé quelque part. Je force un peu le trait, mais essayez de voir un peu comment vous êtes comment vous sentez un peu les tendances de marché, comment vous anticipez un peu ces besoins. Parce qu'on est à l'écoute de nos publics. Et en fait, on a une super force de frappe pour nos offres éditoriales qui sont nos réseaux sociaux, avec pratiquement 6 millions de followers sur toutes les plateformes confondues. Et donc, ça nous permet de tester des formats, ça nous permet de tester même des narrations. Ensuite, on écoute les besoins, on écoute les remarques aussi de nos publics. C'est un premier aspect. Et puis, le deuxième aspect, c'est l'écosystème de collaborateurs qu'on a à l'INA. On a des métiers extrêmement divers, ça va de la documentation jusqu'à la recherche, en passant par la data et la tech, l'édito, la production, et donc tout ça permet de créer des synergies.
et de développer des nouveaux usages. Et c'est ce qui s'est passé pour dataina.fr, qui est une synergie entre des volontés éditoriales, des volontés data et technologie et de la recherche. Ouais. C'est un mix de compétences. Et à un moment donné, ça sort. C'est un mix de compétences IA, data et édito. Exactement, Voilà. c'est vraiment ça. Écoute, t'es contente à quelques semaines de la sortie, là, de l'accueil qu'il y a pu avoir. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un engouement. Après, je sais pas comment ça va se passer dans le futur, au-delà de l'effet de surprise, mais so far so good, t'es contente? Ouais, je suis super contente. Je cherche dans mes notes parce que je suis allée chercher pour vous les recherches qui étaient les plus faites. Ouais, parce que j'imagine qu'il y a des choses assez intéressantes. Et t'as un historique un peu de tout ce qui se fait ou comment tu peux voir ce que les gens ont cherché? Parce que tu le vois sur les réseaux sociaux? Ouais, alors, pas que les réseaux sociaux. Je regarde aussi directement ce qui est tapé dans les moteurs de recherche. Ouais. Voilà. Donc déjà, un truc moi qui m'a fait plaisir, c'était de voir que ces données, elles étaient les collègues, les confrères se les réappropriaient. J'ai vu que Le Figaro a sorti un article avec plein de petits points flash sur les personnalités qui étaient les plus mentionnées. D'accord, donc vraiment, les mots, pour le coup, au-delà de la surprise du truc, c'est vraiment, ils ont utilisé cette donnée-là. Ils ont vraiment utilisé cette donnée-là pour leur travail de journaliste. Donc déjà, ça c'est super. Une consécration quelque part intellectuelle de se dire ça sert à quelque chose. On a fait tout ça pour quelque chose. Ouais. L'autre consécration, c'était de voir sur les réseaux sociaux que pareil, on avait des internautes qui interpellaient des chaînes ou qui s'amusaient à se faire des devinettes sur dis donc, est-ce que tu sais toi quelle est la femme la plus mentionnée sur tel média et voilà, il y a un côté hyper ludique en fait. Ouais. Et puis sur le site en lui-même, c'était intéressant de voir un peu les recherches qui étaient faites sur les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche. Ouais. Et parce qu'on a une clé de lecture qui s'appelle Mots, qui a des moteurs de recherche où on peut aller chercher pour les JT, pour les chaînes d'infos et pour les radios, quels sont les mots ou expressions qui ont été le plus mentionnés dans cette période de temps entre 1er janvier 2019 et 30 juin 2024. Et donc, évidemment, le premier mot, c'est Covid. Après, c'est un mot, pour moi, je le prends pas comme une information parce que c'est un mot qu'on a mis en input dans notre moteur de recherche pour donner une idée, en suggestion. Okay. Donc, je le prends pas en compte. Mais juste derrière, on a le mot immigration, on a le mot guerre et on a le mot climat. Et ça, c'est des termes qui sont intimement liés à l'actualité. Et c'est là où je me dis, les internautes, sur dataina.fr, ils peuvent enfin répondre à la question qui se pose, qui est à quel point on a parlé de ce phénomène qui m'intéresse moi en tant que consommateur de médias depuis ces 5 dernières années. Ouais. Et d'un coup, on va pouvoir voir ces pics et ces creux. Et on peut comparer le nombre d'occurrences, combien de fois une chaîne va parler d'immigration versus la moyenne, etc. Et alors, pour sortir en moyenne, disant, voilà, tu vois, eux, ils parlent vraiment, c'est vraiment leur ligne, ils parlent que de ça. Versus, on peut comparer les médias entre eux. Ouais. Donc, clairement, on peut savoir qui de BFM, LCI, CNews ou France Info a parlé le plus d'immigration, a prononcé le plus immigration ou climat. T'as raison, prononcer le plus de fois, plus que de parler, c'est vraiment là, on en est sur des occurrences. C'est de la prononciation, c'est vraiment, on a dit le mot immigration, on a dit le mot climat. Mais tu parlais de ludification, je pense qu'il y a des trucs un peu il y aurait des trucs assez cool à faire. Hein. Je pense qu'il pourrait y avoir des modules qui permettent de générer des questions, des quiz, des trucs comme ça. Alors là, je vous invite à aller sur le réseau social, sur vos réseaux sociaux et sur le compte notamment X de We Do Data qui a sorti des quiz justement basés sur les questions de dataina.fr. Je l'ai pas dit, vous avez travaillé avec We Do Data pour là-dessus. On a travaillé avec We Do Data. Faut quand même les créditer là-dessus. C'est l'agence par laquelle t'es passé, mais qui sont vraiment des spécialistes du sujet qui on leur passe le bonjour et on les félicite. Et donc sur leur compte X, de We Do Data, ils ont sorti une petite série de questions justement qui sont basées sur les résultats de dataina.fr. Ouais, je pense qu'il y a plein de choses à faire. Effectivement. Oui. Ça risque d'être intéressant. On va parler un peu justement de data et médias, donc quitter un peu le produit data.ina que tu connais bien, mais profiter de ta présence à ce micro. Est-ce que tu penses que les médias français aujourd'hui sont au niveau sur justement le data journalisme et data viz? On en a parlé un peu en préambule, mais comment est-ce que tu regardes un petit peu? L'idée, c'est pas distribuer les bons et mauvais points, mais c'est plutôt de dire, voilà, peut-être les Français par rapport à ce que tu peux voir ailleurs, est-ce qu'on est au niveau?
Alors, c'est compliqué de répondre à cette question. Comme je disais, clairement, les lignes, elles ont bougé ces 10 dernières années. Maintenant, ce serait mensonger de ma part de dire que tous les médias français font du data journalisme. Très souvent, c'est cantonné soit à certaines rédactions, et souvent des rédactions qui se donnent les moyens de créer vraiment des synergies entre différents métiers. Ouais. Par exemple, la cellule data du Parisien, on a des data journalistes, il y a un développeur ou deux, je crois, je sais plus s'il y en a un deuxième, mais voilà, et ça permet du coup de sortir des super longues formes comme ils savent super bien le faire, Stanislas Yvonnière et Victor Alexandre. Voilà, enfin voilà, certains c'est à ce prix-là, quoi. Niveau, voilà. C'est à ce prix-là, t'as raison. C'est à ce prix-là. On ne s'improvise pas, il faut mettre un peu de ressources, exactement. Un peu de temps. C'est sûr que on n'est pas dans le snack content, quoi, quand on fait. Exactement. Ouais. Comme tout le monde, je bave devant ce que fait le New York Times et le Guardian, mais je sais que derrière, il y a presque, je pense qu'ils ont une vingtaine de personnes de métiers très différents pour pouvoir fournir cette qualité derrière. Et après, donc ça c'est la problématique de moyens. Ouais. Et puis, il y a aussi, on se cantonne encore trop à certains formats, à se dire, on va mettre de la data, mais uniquement avec un petit schéma, un petit graphique, et puis voilà. Ouais. Il n'y a pas encore, je pense qu'on a... C'est-à-dire, OK, on a compris qu'il y avait de la data, c'est important. Ce qui est bien. Je la représente, mais de manière un peu basique. Un peu basique. En fait, on peut aller tellement plus loin. Voilà. Mais je pense que ça va venir petit à petit, mais je pense que c'est une culture des chiffres qui a beaucoup plus outre-Atlantique et outre-Manche et qui est arrivée en France, ouais. Mais qui n'est pas arrivée dans tous les médias. Voilà. Mais c'est pas grave, en fait. On n'est pas tous obligés de faire du data journalisme. Hein. Non, bien sûr que non, mais c'est savoir à quel point on sait que généralement les gens sont plutôt friands, ça marche bien quand il y a des... Alors après, tu l'as dit, il faut aussi le bon écrin, etc. Mais ça prend du temps et on sait que ça a un peu des vertus de bien expliquer les datas. Donc c'est vrai que c'est pas grave de pas en faire, mais c'est bien d'en faire. Et pour toi, c'est quoi un peu l'écueil que tu rencontres le plus souvent quand tu parles de data journalisme? Quand on parle, par exemple, à des étudiants, pour eux, c'est quoi les... À chaque fois, c'est la complexité. C'est se dire, oulala, déjà, c'est des chiffres, donc ça fait peur. Et oulala, ça a l'air complexe. Tout ce qu'il faut mettre en place pour avoir ce résultat. Tous les outils, exactement. etc. Il faut maîtriser différentes compétences. Il faut maîtriser les tableurs, avoir des connaissances en stats, savoir coder quand on veut faire des choses un peu plus grosses. Oui, ce que tu as expliqué un peu toi ton voilà. Parcours, exactement. C'est pas rien non plus. Non, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est plus simple aujourd'hui. Je pense que c'est plus... déjà, parce que c'est proposé en école. Ouais. Voilà. Mais après, c'est un métier où on est obligé de se former et de rester à jour, comme un développeur, par exemple, ou un data analyst. Ouais. Parce que les technologies, elles avancent très vite. Voilà. Mais l'écueil principal, en fait, pour moi, un travail de data journalisme qui est réussi, c'est quand, dans le produit final, l'internaute, le lecteur, l'auditeur ne se rend pas compte de la complexité qui a dû être mise en place pour arriver à ce résultat. Et en fait, moi, au quotidien, je pense qu'il n'y a pas une enquête pour laquelle j'ai pas jeté 50% des résultats que j'avais trouvés, soit parce que ça n'intéressait que moi, soit parce que ça n'intéressait que une petite poignée d'experts et pas le grand public auquel je m'adresse. Et c'est dur, mais en fait, c'est la réalité, quoi. C'est la réalité de ce métier. Dur de faire simple. C'est dur de faire simple. C'est ce qu'on se disait au début, tu vois. Mais c'est vrai. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer là-dedans, dans le data journalisme, dans les médias, évidemment, mais peut-être pas que. Est-ce que tu aurais un conseil à donner? Rester curieux. Il faut vraiment cultiver sa curiosité parce que, comme je l'ai dit, c'est un métier qui est la fusion de compétences extrêmement diverses qu'on peut aller voir du côté de la recherche, qu'on peut aller voir du côté de l'informatique, du côté du design d'information. Ça, c'est hyper important. Enfin, si vous avez la chance de côtoyer des graphistes, asseyez-vous à côté d'eux et regardez comment ils arrivent à traduire la complexité du monde avec quelques formes, quelques textes. Enfin, c'est vraiment quelque chose, moi, ça m'a notamment nourri. Les UX designers. Exactement. Ouais, ça, c'est... Un esprit particulier, effectivement, rendre simple la complexité, t'as raison. Faut se nourrir des différents métiers qu'on peut côtoyer. Et puis, peut-être le préambule, c'est s'assurer qu'on adore résoudre des problèmes, parce que 80% du temps aussi, c'est on se pose des questions,
on est face à des problématiques qu'il va falloir résoudre pour pouvoir répondre à ces questions. Donc, si on n'aime pas résoudre des problèmes, ne vous lancez pas. Ne vous lancez pas. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Si vous n'êtes pas prêt comme moi, après un bac L, à vous retaper tout le programme de bac S en maths et en stats, c'est pas grave. Après, voilà. Quand ton exemple est un peu extrême, toi tu voulais vraiment aller un petit peu là-dessus. Enfin, j'essaie quand même de rassurer, je suis pas un expert, mais voilà, on n'est pas obligé d'être un crack en maths pour faire du data journalisme. Il y a quand même des outils, il y a l'intelligence artificielle aussi, et tant qu'on a cette curiosité, puis après c'est des multi-compétences. Voilà, il peut s'associer avec bien s'entourer. C'est là où c'est hyper important du coup dans des rédactions, de créer des synergies et de se donner les moyens, encore une fois, d'avoir un développeur dans une cellule data, d'avoir quelqu'un qui vient de la data science, etc. Des designers, etc. Ça fait des beaux produits. Et ça fait la différence. On arrive au bout de cet épisode. J'ai 2 questions pour toi pour finir. Un qui est un peu quel média tu consultes, toi, au quotidien ou le plus souvent? Alors, au-delà de tout ce que vous faites, Lina, évidemment. Oui. Au quotidien, moi, je regarde beaucoup. Enfin, j'écoute. Déjà, mon premier réflexe le matin, c'est écouter France Info. Et je termine le soir en regardant les JT. C'est hyper classique, c'est hyper bateau. Tu regardes les JT à la télé en direct? Ouais, ou en replay, ça m'arrive. Ça m'arrive quand j'en rate un, je cumule les JT. D'accord. Parce que ça m'intéresse juste de voir comment les confrères, les consoeurs se sont emparés d'une thématique. J'ai un peu un côté monomaniaque avec l'actu. Ouais. Quand il y a un sujet qui m'intéresse, tu veux voir plein de traitements différents. Soit je m'en saisis, soit et je le traite moi-même, soit si j'ai pas pu le traiter pour raison X ou Y, j'ai envie de savoir comment les autres se sont dépatouillés. Et par exemple, avec le 7 octobre, là il y a eu les 1 an du 7 octobre il y a pas longtemps. Nous on l'a largement traité avec Lina, avec la revue des médias. Moi j'ai fait un papier data là-dessus, mais j'ai été hyper contente de pouvoir tomber par exemple sur le long form qui est magnifique, qui a été sorti par Le Monde, qui a un long form avec une frise chronologique et qui est nourri par la cartographie. Ouais. Et c'est hyper beau, c'est esthétique, c'est immersif, tout d'un coup, enfin, j'avais l'impression d'être experte en géopolitique alors que pas du tout. Et voilà. Et c'est comme ça que je consomme. Ok, mais c'est très clair. Et dernièrement, la dernière question, est-ce que tu as un truc cool à nous partager? Alors, en dehors de data.ina.fr. C'est pas un truc ultra fun, mais c'est le travail d'un journaliste sur lequel je suis tombée sur recommandation de l'excellente newsletter de We Do Data, qui s'appelle Buena Vista Data Club, auquel je vous invite à vous inscrire, à vous abonner, qui est une série qui s'appelle Les Tués de Calais. Et j'avais dit c'était pas fun. Donc c'est sur les jours et en fait ça donne à voir en infographie le drame qui se joue sur les côtes françaises. Ouais. Voilà. Et pour nourrir cette enquête, en fait, c'est un journaliste qui s'appelle Maël Galisson. Il est spécialiste des histoires d'exil et de frontières. Et lui, il a constitué une base de données tout seul, parce qu'il n'y a aucune base de données qui existe, officielle. Recoupée. Voilà, exactement. Et donc, tout seul, il a pris tous les avis de décès, tous les témoignages des associations, tous les journaux, les articles de presse qui paraissaient, et il s'est constitué une base de données sur du coup toutes les personnes qui ont péri en tentant la traversée. Et ensuite, il est allé taper à la porte de We Do Data. Je suis désolée, je tourne en rond sur We Do Data, pour rendre en fait ces statistiques qui peuvent paraître hyper froides et inhumaines, surtout sur un sujet comme celui-là, et pour les rendre lisibles et accessibles et comprendre. Prendre la mesure. Voilà, et prendre la mesure. Et du coup, il y a une super data vise à découvrir sur cet épisode. Et on mettra un lien également sur cette infographie des jours qu'on salue aussi au passage. Écoute Camille, merci. Merci à toi. Merci pour ton temps, merci pour ce projet puis ton enthousiasme sur la data. On pourrait se dire prime abord que la data c'est chiant et en fait ça peut être très cool quand c'est bien fait, ça raconte plein de choses. Écoute, donc longue vie à data.ina.fr. Je serais ravi de voir un peu comment tout ça évolue. Peut-être que tu viens d'en reparler dans quelques mois. Rendez-vous en janvier 2025. Voilà, déjà pour le lot 2. Exactement. La mise à jour, etc. Exactement. On suivra ça. En tout cas, bravo à toi puis évidemment aux équipes de Lina parce que tu l'as dit, c'est quand même très... Je suis pas toute seule. Multi-compétences, multi-expertise, etc. Et
c'est un énorme travail que vous avez fourni. Donc, allez y faire un tour pour voir. C'est vraiment bien fait. Merci à toi encore une fois. Et puis, merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Et je vous dis à bientôt. Salut! Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien. Cosa Vostra.